Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et aujourd'hui dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, nous allons nous intéresser aux différents régimes de chômage et à leurs difficultés notamment de financement. Nous allons en parler avec nos trois invités, Philippe Martin qui est le directeur de la DTE, Alexandre Lafleur qui est président de la commission protection sociale du MEDEF et Tony Dupré qui est vice-président de la COGETRA. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces régimes de chômage. Alors, peut-être faut-il rappeler en tout début d'émission qu'aujourd'hui, il existe 5 régimes de chômage. Il y en a 2 qui sont des régimes qu'on appelle historiques, chômage total et chômage partiel, qui existent depuis de très très nombreuses années pour réguler le marché du travail, en quelque sorte. Et puis, il y a 3 régimes de chômage spécifiques. Le premier, qui est le régime chômage nickel, qui a été créé au moment où on savait qu'il y avait des difficultés qui s'annonçaient notamment dans le Nord. Et puis après les exactions, 2 chômages spécifiques, le chômage total exaction et le chômage partiel exaction. Monsieur le directeur du travail, j'ai bien résumé la situation. Parfait. C'est parfait. Alors, est-ce qu'avec vous, on peut voir justement aujourd'hui où en sont ces différents régimes en termes de bénéficiaires? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une vision assez complète de qui est inscrit dans ces différents régimes de chômage? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner 2 séries de chiffres. Une série de chiffres pour octobre 2024, donc c'est des chiffres mensuels. Et puis pour décembre, sachant que pour décembre, il nous manque des données encore pour le chômage partiel exaction, puisque les entreprises ont 2 mois pour présenter leurs états de remboursement à la CAFAD. Donc c'est un chiffre à prendre, il est évolutif. En octobre 2024, nous en avions 17 personnes qui étaient en chômage partiel nickel. Donc c'est un dispositif qui renvoie des sanctions. Nous avions 1340 personnes en total exaction, donc un dispositif spécifique lié à la crise du 13 mai. Nous avions 5069 personnes en chômage total de droit commun. Donc, et puis, évidemment, le gros de l'effectif, 9480 personnes en chômage partiel exaction. Donc ça, c'était pour le mois d'octobre 2024, qui est le dernier mois dont on est sûr à 100%. Pour décembre, nous avons 1413 chômeurs en chômage total exaction, 4446 chômeurs de droit commun et 3375 chômeurs partiels exaction, chiffre qui va être certainement revu à la hausse puisque nous attendons encore les états de remboursement des entreprises auprès de la CAFAD. Si ne prenons pas en compte décembre, puisque c'est un mois qui n'est pas complet, mais par exemple, entre septembre et octobre, on a eu une variation négative de 8%. C'est-à-dire qu'il y a eu 8% de moins de personnes bénéficiant d'un dispositif de chômage qu'au mois de septembre. Donc on voit quand même une évolution à la baisse, mais une évolution qui reste quand même relativement faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet significatif de baisse aujourd'hui sur les bénéficiaires de ces différents dispositifs de chômage. Alors, qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent, Alexandre Lafleur, sur la situation du chômage en Calédonie? Alors, il faut voir que le gros de la baisse, il fait part, c'est principalement sur le chômage partiel, puisqu'en septembre, on était à 11 000 chômage partiel, et on est passé effectivement à 9 800. Le chômage partiel est dû à plusieurs éléments. Enfin, la baisse du chômage partiel, il y a en partie effectivement une reprise d'activité dans certains secteurs et certaines zones. On sait qu'en fin d'année, notamment, il y a eu la réouverture de Prony, ce qui aura un impact, pas forcément sur les chiffres d'octobre, mais novembre et décembre, il y aura un impact certain sur le chômage partiel. Puis, il y a effectivement d'autres éléments. En fait, le problème, c'est que il y a beaucoup d'autres chiffres qu'il faudrait garder aussi en tête en dehors de cela. Il faut voir que, en fait, depuis juin 2023, on a, si je ne dis pas de bêtises, 10 800 emplois salariés privés qui ont été détruits et à peu près 1300-1400 si je prends les contractuels et les travailleurs indépendants en plus. Donc ça fait beaucoup de personnes. Sur ces personnes-là, il y a certains emplois qui ouvrent pas de droit au chômage. Je pense notamment aux CDD, qui ont été fortement supprimés en début de période, donc en juin-juillet. Et il y a également eu beaucoup de départs du territoire, puisque la CCI, la semaine dernière, a annoncé un solde migratoire négatif sur l'année de 10 700 personnes. Même si on sait que c'est des chiffres qui restent encore un peu affinés. Tout à fait. Mais c'est ce qu'on retrouve notamment par rapport à la suppression des emplois et le chômage. Il y a une partie qui s'explique par le nombre d'emplois qui ne sont pas concernés par le chômage, une partie par la durée du chômage qui est que de 9 mois, et le fait qu'il y ait, a priori, autour de 3 à 4 000 personnes salariées qui ont quitté le territoire.
Alors, est-ce que sous l'effet des exactions, sous l'effet des différentes de ce qu'on a connu en 2024 et voir un petit peu avant, vous avez l'impression que le marché du travail se réorganise un peu, Philippe Martin? Est-ce que les choses sont en train de bouger sur des fondamentaux un peu importants? Alors, si on s'intéresse au marché de l'emploi, donc offre et demande, Oui. Ce qu'on peut repérer, c'est une petite amélioration du nombre de postes à pourvoir, donc du nombre d'offres. On est passé, en novembre, on était à 1547 postes et en décembre, on est à 2219. Alors, on en discutait tout à l'heure, ça peut avoir plusieurs explications. Il y a une partie de la main-d'œuvre qui est partie et pour les entreprises qui reprennent leur activité, elles ont besoin de recruter, évidemment. Et sur la demande d'emploi, alors on a une très grosse hausse de demandeurs d'emploi si on prend une comparaison d'année à année. On est à plus 54% d'augmentation entre 2023 et 2024. Par contre, entre novembre et décembre, on a une petite baisse de 6% du nombre de demandeurs, ce qui est en trompe-l'œil. Il faut savoir que là, on recense que les demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans un service de placement, beaucoup ne s'inscrivent pas. Et lorsqu'on s'intéresse à l'enquête sur les forces de travail de l'ISEE, on s'aperçoit qu'il y a à peu près autant de personnes chômeurs non inscrites que de personnes inscrites. De mémoire, la dernière enquête, il y avait 13 500 chômeurs inscrits et 10 000 personnes qui étaient dans le halo autour du chômage. Donc ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec précaution. Néanmoins, il y a au moins une forme de stabilisation à la fois du nombre de demandeurs et une toute petite amélioration du nombre d'offres à pourvoir. Ce qui nous reste à vérifier, ce que je n'ai pas eu le temps de faire, je suis désolé, mais ce qui nous reste à vérifier, vous inquiétez pas. Alors, sur les secteurs qui sont demandés, on a une adéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire c'est essentiellement le commerce, le support à l'entreprise et le transport et logistique. Là où il nous faut affiner, c'est sur le niveau de qualification et de diplôme qui est demandé. Et là, on craint qu'il y ait un désajustement entre les qualifications du vivier de demandeurs et les besoins des entreprises, mais ça fera partie de ce qu'on devra repérer et identifier comme problème. Alors on reviendra aussi dans un instant parce que c'était une préoccupation, on le sait, sur le financement, ces différents régimes de chômage. Mais avant cela, Tony Dupré, peut-être on ne vous a pas entendu encore sur ces statistiques, sur ces chiffres qui montrent que le marché du travail et de l'emploi est quand même bouleversé, mais qu'aujourd'hui on semble avoir atteint, j'allais dire, on l'espère en tout cas, on croise les doigts, une espèce de socle en dessous duquel on ne descendra pas. Il faut l'espérer, mais en dehors de ces chiffres, on voit bien qu'on est dans un désastre social, économique qui perdure. C'est ça qu'on voit nous aussi, surtout. Au niveau du chômage partiel, effectivement, on voit une légère baisse, mais cette baisse-là, nous, elle concerne encore des milliers de salariés, avec une visibilité qui est nulle, parce qu'on en parlera au niveau du financement et de la durée. L'amendement qui a été voté la semaine dernière au niveau de la commission permanente du Congrès, c'est le mois de mars, 31 mars, et en plus avec une baisse de l'indemnité de 70 à 50%. Donc nous, voilà, peu importe les chiffres, on voit que on a aujourd'hui, on aura encore donc des familles entières dans la difficulté, dans un contexte déjà social et de vie chère permanent. Donc on peut donner tous les chiffres qu'on veut, mais la réalité, elle est là. Et en plus, derrière, comment être optimiste, tout ça est lié à aussi un accord politique. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, pour vraiment sortir la tête de l'eau, économiquement, socialement, politiquement, il faut un accord politique. Il faut des perspectives. Et il faut des perspectives. Seul un accord politique, on le sait tous, statutaire, permettra de redonner de la confiance à la population, aux salariés, au monde économique, aux investisseurs qui reviendront. Pour l'instant, nous, on préfère voir la réalité en face, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des difficultés majeures et on craint donc pour le devenir de nos salariés qui soient en chômage partiel. Et je ne parle même pas de ceux qui vont se retrouver au 31 janvier. Philippe et Alexandre le savent, on n'a pas de financement pour le chômage total de droit commun. Oui, on a eu des chiffres annoncés par la CAFAT en disant qu'il y aurait une sorte de cessation de paiement au mois de mars, si mes souvenirs sont bons. Et exactement. Alors, donc nous, c'est là-dessus on peut toujours parler des chiffres, mais il y a une réalité qui nous rattrape aujourd'hui. Alexandre Lafleur. Avant qu'on parle justement du financement de ces dispositifs, il y a une autre chose à avoir en tête qui va aggraver la situation dans les mois à venir,
c'est les licenciements économiques. Il faut savoir que suite justement au premier dispositif de chômage partiel et aux complications administratives, on va dire ça comme ça, du renouvellement en octobre, puisque ça avait pris plus d'un mois avant que le dispositif soit renouvelé, qu'il y avait des discussions sur les modalités, etc. Il y avait des entreprises qui avaient commencé dès octobre à lancer des procédures de licenciement économique. Ces procédures sont des procédures qui durent 5 mois. Et là, suite au nouveau dispositif, il faut s'attendre à, effectivement, que ce soit à nouveau le cas, vu le manque de visibilité, vu le manque de reprise, le manque d'activité. En fait, depuis octobre, on a effectivement des entreprises qui ont entamé des procédures. Je pense qu'elle peut mieux en parler, parce que justement, elle a les éléments chiffrés par rapport à cela, et qui vont se retrouver, dans un avenir assez proche, touchés par le dispositif chômage de droit commun. Philippe Martin, oui, effectivement, hein, la vague de licenciement économique est peut-être encore devant nous, étant donné les délais de procédure. Nous avons recensé à notre niveau pour 2024 et tout début 2025 près de 3000 salariés concernés pour un peu moins de 300 entreprises. Et évidemment, chaque jour amène aussi son lot de dossiers, de procédures de licenciement économique. Donc, et évidemment, ces personnes qui sont licenciées seront directement concernées par le chômage total de droit commun. Voilà. Donc celui sur lequel on s'interroge. Voilà. Donc, s'il y a vraiment un point sensible aujourd'hui, c'est sans doute celui-ci. Qu'il faut traiter en priorité. Est-ce que c'est l'un des points que vous allez... parce que je crois que vous serez reçu au gouvernement, les partenaires sociaux, vendredi, me semble-t-il, hein, pour un séminaire sur ces questions-là. Est-ce que vous pensez aller au fond des choses et pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce sujet, Tony Dupré? Bien entendu. Hein. Donc c'est demain qu'on rencontre M. Gigestin, qui est désormais en charge de l'emploi, de l'économie. Donc là-dessus, j'en profite pour dire que... le dossier du chômage partiel a fait qu'au niveau de la COGETRA, on a rejoint donc une intersyndicale, là, si on peut l'appeler comme ça, hein, avec l'USOINC, la CGC, l'USTKE et la FEDE1, parce que vu l'ampleur du désastre social actuel, on a décidé que donc, sur des sujets majeurs, hein, qui exigeront de notre part donc, de se retrouver, d'être soudés, hein, donc on a consolidé ça en début de semaine. Donc déjà le premier dossier c'est celui-là, mais d'autres dossiers suivront. Pour nous aujourd'hui, depuis le 13 mai, on s'est rendu compte que chacun travaillait dans son coin. C'est bien, mais c'était pas suffisant. Il faut aujourd'hui donc faire front commun, donc être solidaire et être force de proposition bien sûr, mais également il faudra sûrement agir. Et donc là on se prépare à ces choses-là. Philippe Martin, je ne vais pas vous demander d'être le porte-parole de la CAFAT, mais quand même, vous travaillez assez souvent avec eux. Ces régimes de chômage sont financés jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande question qui se pose. Il y a eu des renouvellements très provisoires sur le chômage partiel exaction. Il y a des inquiétudes sur le chômage total de droit commun. Les autres régimes, vous l'avez dit, le régime nickel est quasiment... on peut quasiment considérer qu'il n'existe plus. Voilà. Quelles sont les visibilités sur le financement de ces différents régimes? Alors, il y a des annonces qui ont déjà été faites, hein, donc je ne vais pas trahir de secret. Nous avons une certitude, en tout cas, sur le chômage partiel de droit commun jusqu'à fin février, voire un peu au-delà. En l'état actuel, hein, j'entends bien. Hein, oui. Donc, et sur le chômage total de droit commun, la CAFAT nous a signalé que le risque était une rupture de trésorerie début février, mi-février. Voilà, donc encore une fois, évidemment, le gouvernement fait le nécessaire pour que les financements puissent arriver à temps. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la bonne fin des démarches. Ça reste anxiogène, évidemment, à la fois pour les salariés et pour les entreprises. Mais bon, j'ai bon espoir que nous trouvions une solution dans les prochains jours. Alors, ces solutions, Alexandre Lafleur, elles seront de quelle nature? Il faut que la France puisse participer au financement de la protection sociale en Calédonie. Il n'y a plus d'autres solutions aujourd'hui? Ou alors, il y a des choses peut-être à revoir ou à changer dans le fonctionnement même en Calédonie? Alors, déjà, il faut voir que tout pays en fait, qui voit une crise économique comme a connu la Calédonie l'année dernière, en général, est forcé de supprimer tous ces dispositifs de protection sociale. Ça a été le cas en Amérique du Sud, je pense notamment en Argentine il y a quelques temps. Mais
La raison est simple, parce que ces dispositifs de protection sociale, par leur financement, ils sont financés par les cotisations. Ces cotisations, forcément, dans une crise économique telle qu'on l'a eue l'année dernière, elles diminuent de manière trop importante pour pouvoir financer ces dispositifs. Le dispositif chômage, en plus, a ces prestations qui ont plus que doublé. Il faut savoir que le dispositif chômage, il est équilibré autour de 2500 chômeurs de droit commun. On a plus du double. Enfin, on devrait être à plus du double, autour du double à l'heure actuelle. Donc, tout ça explique que le dispositif tel qu'il est conçu ne permet pas de financer et ne permet pas de passer ce genre de crise. Normalement, lorsqu'il y a une petite crise, ce qui se passe, c'est que on remonte à l'autorité, donc le gouvernement territorial, pour aider à passer la crise. Vous discutez avec elle s'il faut changer l'équilibre du dispositif, etc. Mais là, les choses sont trop graves. À court terme, c'est passer avec le gouvernement et l'autorité territoriale. Sauf que là, à l'heure actuelle, l'autorité territoriale, enfin le territoire et le gouvernement n'a certainement pas les capacités pour aider les différents régimes sociaux, donc doit passer par des discussions et négocier avec l'État. Alors, la bonne nouvelle pour le dispositif chômage, c'est clairement au niveau du Congrès, ces dernières semaines, il y a une volonté des politiques de sauver ce dispositif. Donc, on peut imaginer qu'il y aura des négociations qui vont aboutir, en tout cas qui vont être poussées avec l'État. La volonté de l'État, alors clairement, l'État, il voit bien les choses. La Nouvelle-Calédonie est dans une vraie crise et il n'y a pas de sens à augmenter dans la période actuelle des cotisations, enfin n'importe quoi, mettre la pression sur l'économie, parce qu'on n'est pas en situation de l'absorber. Ça ferait qu'empirer la crise. Mais la difficulté vient des propres difficultés économiques et institutionnelles de la France. Là, durant le dernier mois, on a eu un gouvernement en Calédonie qui est tombé et un gouvernement en métropole qui sont tombés. C'est clairement plus d'un mois, voire 2 mois de perdu. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que les dossiers ne sont pas forcément non plus transférés entre les différents gouvernements. Donc il faut reprendre les discussions à zéro. Et clairement, la CAFAT qui ne participe pas à ces discussions, puisque c'est entre le gouvernement du territoire et le gouvernement français, se retrouve au dos au mur et sans interlocuteur, sans pouvoir. Donc, honnêtement, la question, il faut la poser au niveau du gouvernement de Calédonie, qui est représenté par la DTE, mais c'est le pouvoir... Au niveau opérationnel. Voilà, au niveau opérationnel. Le pouvoir de négociation, il est au niveau du territoire, il n'est pas à la CAFAT, même si, honnêtement, je pense que ce serait bien que la CAFAT soit autour de la table, justement, pour pouvoir faire avancer et apporter les éléments. Mais c'est uniquement entre le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le gouvernement français qui a ses propres problématiques à l'heure actuelle, comme on l'a annoncé. Donc ça rend le manque de visibilité d'autant plus flagrant. Tony Dupré ? Oui, après, sur le chômage partiel spécifique, des choses auraient pu être faites. C'est pour ça qu'on avait manifesté devant le Congrès. Vous avez parlé du chômage partiel Exaction. Exaction, ça bien d'accord. Quand il s'agissait donc de baisser l'indemnité de 70 à 50%, et en termes de calendrier jusqu'à fin mars, on avait fait des propositions là-dessus, notamment de revoir la délibération donc, qui encadre ce dispositif. On voit bien qu'aujourd'hui, le financement pose problème, mais le périmètre est peut-être à revoir. On s'est rendu compte, nous, qu'il y a des entreprises donc, pour qui ce chômage partiel est devenu confortable. On ne peut pas dire plus. Donc, M. Martin le sait. Donc là-dessus, il faut absolument revoir donc, la délibération, revoir les critères, avec par exemple un critère qui pour nous paraît essentiel, c'est que pour pouvoir donc, être éligible, il faudrait peut-être que l'entreprise dépose ses comptes. Je veux dire, il ne s'agit pas de jeter de discrédit sur telle entreprise, mais c'est un constat qu'on fait. Ça a été pareil pour le Covid. Donc, cette délibération, elle doit être revue, à notre sens, revue et corrigée pour trouver donc un périmètre qui correspond vraiment à la réalité des besoins spécifiques de certaines entreprises. Après, c'est normal que face à une crise comme on l'a connue, que ces régimes ou en tout cas ces dispositifs puissent s'ajuster dans le temps, parce qu'il faut bien lancer la machine et puis après peut-être la rendre plus performante. Oui, puis après, ces dispositifs n'ont pas vocation à durer dans le temps, a priori, oui. À être pérennes aussi, au bout d'un moment, il va falloir en sortir. Il va falloir remettre donc les gens au travail au bout d'un moment. Donc là, ensuite, sur l'État,
Nous, on va être clair, de toute façon, là, au niveau financement, seul l'État peut intervenir aujourd'hui. Seul l'État peut intervenir aujourd'hui. Donc, mais l'État, on voit bien, il traînait la jambe il y a quelques mois. Aujourd'hui, il traîne encore plus la jambe. Et pourtant, nous, on le rappelle à chaque fois, l'État, il a sa part là-dedans. Il a sa part, il a sa responsabilité légale qu'il n'a pas assumée. Je le répète à chaque fois, en termes de compétences régaliennes, qui auraient dû être mieux assumées. C'est fait. Mais aujourd'hui, donc, l'État aide, bien sûr, mais il n'aide pas assez. Il doit aider plus. Philippe Martin, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, sur ce qui vient d'être dit, puisque vous m'avez bombardé porte-parole de la CAFAT. Non, justement, j'ai essayé de ne pas le faire, mais bon. Non, mais très honnêtement, c'est vrai que la CAFAT n'est pas directement dans la boucle des discussions entre le gouvernement de l'économie et l'État. Par contre, nous avons un comité de pilotage des comptes sociaux qui se tient toutes les semaines avec le gouvernement et la CAFAT, donc pour la CAFAT puisse nous alerter justement sur les problématiques de financement, entre autres. Je sais par ailleurs, pour avoir participé, que la CAFAT est même sollicitée directement, plus ou moins directement par l'État pour avoir les chiffres. Donc on est vraiment dans une configuration qui n'est pas du tout en silo, et on travaille main dans la main quotidiennement entre le gouvernement et la CAFAT pour justement avoir la vision la plus précise des problématiques que soulève aujourd'hui le financement du chômage dans toutes ses composantes. Alors comme le financement... Oui, Tony Dupré. Une précision aussi, je profite de la présence de la DTE. Bon, la CAFAT n'est pas là, mais ils le savent. Là aussi, des contrôles s'imposent. On a aussi réclamé des contrôles à ce niveau-là. M. Martin le sait, parce qu'on a oui, des à période exceptionnelle, concrets. Il faut forcément des dispositifs un peu précis, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc là aussi, on insiste là-dessus, quoi. Vu la réduction budgétaire, il faut absolument que des contrôles soient effectués. Le plan de contrôle a été lancé. D'accord. Voilà. Questions et réponses. C'est parfait. Alexandre Lafleur, sur ces ajustements nécessaires pour certains régimes de retraite, vous pensez qu'on peut aller, la Calédonie peut encore aller plus loin, même s'il manque l'argent de la France encore? Chômage, pas retraite. Chômage, excusez-moi. Oui. Je vais bien parler de la retraite. Non, on est bien une émission sur le chômage, pardon. Non, bien sûr. Enfin, on a bien vu de toute façon là, sur ce nouveau renouvellement, là, janvier, il y a eu des ajustements. Il y a des choses qui auraient pu être faites différemment. Il y aura des choses qui auraient pu être faites déjà différemment en octobre, puisque là, d'ailleurs, c'était la volonté de l'État à l'époque. Oui, après, je pense que la question est plus... pour le chômage partiel, ça a toujours été normalement un dispositif avec une durée limitée dans le temps jusqu'à la reprise économique. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un manque de plus en plus flagrant en termes de visibilité sur la reprise économique, pour différentes raisons, entre autres parce que les efforts de reconstruction ne sont pas forcément là au niveau privé pour des questions d'assurance, au niveau public pour d'autres raisons, mais de manière générale, on ne peut que constater que la reconstruction prend beaucoup plus de temps, il y a beaucoup de projets qui sont à l'arrêt également. On a aussi, comme je disais, les problèmes métropolitains et donc un soutien moins franc de l'État du fait de leurs propres problèmes budgétaires, leurs propres problèmes de loi de finances à passer et institutionnels. Tout ça fait que le dispositif, même sans le dispositif, les entreprises et les salariés d'ailleurs n'ont plus la visibilité qu'ils espéraient avoir grâce au dispositif. Et comme on l'a signalé, il y a déjà un certain nombre de procédures également de licenciement économique qui ont été lancées, qui concernent beaucoup de salariés, donc près de 3000 salariés en cours. Donc il va y avoir également des discussions à ouvrir, ça en tout cas c'est ce qu'on pousse au niveau du MEDEF, sur une évolution du régime de droit commun, clairement. Pour compléter les propos d'Alexandre, il est clair aussi que les changements intervenus au niveau... institutionnels en métropole, notamment les changements de gouvernement successifs, les deux à la suite. On n'est pas sûr qu'il y ait une réelle continuité dans le suivi des dossiers. Donc là aussi, ça nous dessert totalement à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission pour nous éclairer sur les difficultés qui existent aujourd'hui au niveau des différents régimes de chômage et des questions qui se posent. C'est un thème dont on aura l'occasion forcément de reparler dans les semaines et les mois qui viennent parce qu'il y a sans doute des choses qui vont bouger. Merci en tout cas de vos explications.